Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, bonjour Mario, sous le beau soleil de la Californie. Et oui, on est autour d'une piscine. On a 5 de nos confrères qui sont à côté de nous. Et on veut vous faire un résumé, en tout cas en moins d'une heure, de ce qu'on a appris cette semaine à la conférence Build, parce qu'on est à Los Angeles. La conférence Build, il me semble que c'est la première fois qu'on voit une conférence Microsoft avec ce nom-là. Oui, dans le passé, on a connu les gens connaissent les conférences TechEd. Il y avait tout le temps les conférences PDC, Professional Developer Conference, et c'était là que Microsoft annonçait les nouveautés. Et cette année, changement de registre, c'est-à-dire qu'on nous a annoncé il y a 3-4 mois la conférence Build. Et nous, on était très excités d'être ici parce qu'il y avait beaucoup de secrets. On savait pas qu'est-ce que Microsoft était pour annoncer. Et on savait que le cœur était l'annonce de Windows 8. En fait, il n'y a pas juste nous qui étaient excités, hein. Même les employés de Microsoft étaient excités parce que la plupart étaient même pas au courant des annonces qui allaient être faites. Oui, c'est sûr que on savait qu'une nouvelle version de Windows allait être annoncée, donc Windows 8, mais on savait pas les détails et même les employés de Microsoft n'étaient pas au courant. Et nous, en tout cas, le but aujourd'hui, c'est de discuter avec nos confrères de nos coups de cœur, en tout cas, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé ou moins aimé de la conférence. Mais peut-être, avant de donner la parole à nos invités, je pense qu'il faudrait juste expliquer vite, qu'est-ce que Windows 8. Grosso modo, c'est un Windows avec une interface tactile, c'est-à-dire une interface qu'on manipule avec nos doigts. Donc, on voit ici, il y a des gens qui pourraient être... Le premier réflexe serait de dire, Microsoft copie ce que Apple font avec l'iPad et l'iPhone. Et nous, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que c'était un peu plus qu'une copie, là. C'est une interface tactile comme l'iPad, mais... Ça s'arrête là parce que c'est vraiment différent. Puis on a assisté à des conférences où ils nous montraient un peu la recherche qu'il y avait en arrière de tout ça, là. C'est extraordinaire, là, les sommes de travail en arrière de tout ça. Donc l'interface tactile, mais la bonne vieille interface Windows fenêtre, là, telle qu'on la connaît depuis des générations, là, existe encore. C'est ce qui est bien avec ce que Microsoft offre, c'est-à-dire qu'on nous offre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu peux être dans le mode tactile, le mode ce que j'appellerais Windows 8, mais aussi tu peux être dans le mode fenêtrage, qui est le mode Windows 7, et tirer parti de toutes les applications qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que toute la compatibilité avec le passé est toujours présente, et on nous ouvre une nouvelle fenêtre sur le futur, c'est le cas de le dire, avec cette interface tactile. L'interface tactile, il y a un nom. Donc, on l'appelle Metro. Et puis, il y a aussi une nouvelle façon de programmer. Donc, c'est avec ce qu'on appelle WinRT, le Windows Runtime. Et Guy, je pense que tu vas ajouter quelque chose. Oui, en fait, toutes les sessions de la conférence Build sont disponibles en ligne tout à fait gratuitement. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'aller en Californie pour assister à cette conférence-là, ben tout n'est pas perdu parce que vous pouvez visionner sur le web tout à fait gratuitement toutes, et je dis bien toutes les sessions qui ont eu lieu à Build. Ce que nous, on veut faire comme émission, c'est plus vous donner le pouls sur est-ce que c'est positif ce qui est annoncé à Build. C'est peut-être la première question que je vais vous demander, messieurs, juste pour aider nos auditeurs, pour qu'ils puissent vous situer votre voix avec... donc, la première fois que vous avez parlé, je vais vous demander, vous disiez juste votre nom, pour qu'ils puissent vous situer. Et mais je vais commencer par ça en commençant. Est-ce que, avez-vous un coup de cœur? Est-ce que vous avez trouvé que c'est positif ce qui est le message de Microsoft? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous ont convaincu que le futur est un beau soleil ou le futur est une tempête devant vous? Je passe la parole immédiatement à Grégory Renard. Bon, ben voilà, donc moi c'est Grégory Renard, hein, donc merci. Donc, je vais dire que on a un soleil qui se trouve derrière quelques nuages qui doivent encore être un peu éclaircis. Non, de manière claire, c'est quand même assez positif. Je fais un peu référence au cloud, en fait, également en tant que MVP Azure, un peu obligé. On est un peu dans l'humour avec Guy aujourd'hui, hein, en tant qu'RD également.
Donc, non, de manière claire, c'est quand même assez positif. Il était temps que Microsoft donne un message relativement clair sur sa stratégie par rapport à l'évolution donc des devices. Hein. On parle de l'iPad, on parle de l'iPhone, on parle d'Android, de tous ces nouveaux devices qui, en définitive, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a quand même deux devices sur 3 qui ne sont plus un PC quasiment. Donc, on le voit de manière conséquente. Il était temps que Microsoft donne sa position, sa stratégie là-dessus. Avec Windows 8, c'est posé. Voilà, on a maintenant la stratégie métro au regard de la stratégie entre guillemets desktop. Donc ce que je disais à Aurélien en venant en fait jusqu'ici, la partie consuming, en définitive où on va consommer versus la partie plutôt création. Donc en fait qu'on aura. Donc c'est quand même assez positif, c'est rassurant de voir Microsoft qui parle là-dessus. Et je vais passer la parole à mon ami Étienne. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Étienne. Vous me reconnaissez parce que j'ai fait beaucoup de podcasts avec mes deux comparses. Guy me fait un signe, t'as 1 minute pour parler. Donc j'ai compris, Guy. Ah oui, je suis le numéro 1. OK. Mais aussi, je pense qu'il me faisait un signe qu'il voulait que je parle 1 minute, là. Mais j'ai interprété ça. Mais en fait, parce que qu'est-ce que je peux vous dire, chers auditeurs, c'est que je suis vieux. Hier, je me suis fait dire par quelqu'un de Microsoft qu'on nommera pas, mais s'il écoute le podcast, il va savoir qui il est, que j'avais pas compris du tout la stratégie, parce que moi, contrairement à Grégory, je suis encore très mitigé par le message. Je réfléchis depuis 3 jours à qu'est-ce qu'ils ont dit lundi et mardi, et puis je suis pas encore sûr de l'évolution de ça. Une chose que je peux dire par contre, c'est que la stratégie consommateur, ça c'est réussi. Je pense que Windows 8 va fonctionner. Je pense qu'il se devait de faire quelque chose pour on peut pas dire contrecarrer, mais au moins donner une réponse au iPad et puis aux autres tablettes Android que sur le marché. Puis je pense que ça va être bien réussi avec l'interface métro là, qu'on voit quand on se log dans Windows 8. Par contre, donc le côté consommateur, ça va. Moi, je suis quelqu'un qui travaille en entreprise, vous savez tous, je travaille chez Fujitsu. Contrairement à certains de mes collègues ici qui travaillent peut-être plus avec des petits contrats, nous on a des plus gros contrats, des contrats gouvernementaux souvent, tout ça. Puis je vois vraiment pas ça rentrer dans ces grosses entreprises-là. Puis Eric, tantôt, quand il parlera, il donnera son opinion là-dessus. Là. Mais on a une divergence d'opinion là-dessus certaine, ça c'est clair. Par contre, le côté développement, moi je trouve que le message était vraiment pas clair. Ça fait 3 ou 4 jours qu'on est ici, puis je pense que tout le monde autour de la table, on aurait une opinion à peu près différente de c'était quoi le message. Je pense que là, ça commence à s'éclaircir, mais dû au fait qu'on est des MVP, puis qu'on a parlé à Microsoft, on a eu la chance de parler à Anders, puis de lui poser des questions. On a eu la chance de parler à Jason Zanders aussi, puis de lui poser des questions. Puis là, tout ce monde-là ont donné leur opinion, puis on a parlé à d'autres mondes des équipes de produits, ont donné aussi leur opinion. Puis c'est très mitigé, parce qu'à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, il nous apporte un morceau du casse-tête, mais en même temps, il nous met d'autres morceaux du casse-tête qui n'étaient pas là avant. Fait que là, encore, eux autres, ils nous donnent encore plus d'informations qui, des fois, ne matchent même pas. Donc, je suis un petit peu... Je suis très mitigé par rapport à ça. Moi, métro comme tel, pour moi, c'est pas particulièrement excitant. Je trouve que c'est un autre framework qu'on va devoir apprendre. Là, c'est-tu .NET, c'est pas .NET, le message est très, très, très cloudy là-dessus. Puis ça, on fera une petite bonne à Azure, là, mais voilà. Donc, moi, c'est ça. On verra. Mon coup de cœur à moi, par contre, c'est le nouveau Visual Studio 11. Je pense qu'il y a beaucoup de matériel là-dedans qui est vraiment super intéressant. Ils ont fait une annonce de TFS dans le cloud. On n'a pas eu vraiment de discussion au talk show là-dessus là, sur TFS dans le cloud parce que bon, c'était pas vraiment annoncé. Là, c'est public. Là. Bon, c'est annoncé. Moi, ça va m'enlever à peu près 4 heures de consultation, qui est l'installation de TFS dans le fond. Mais je pense que les équipes vont devoir encore avoir besoin de nos services en tant que toi aussi Mario, que tu es un MVP ALM. Puis je pense que juste s'asseoir puis de déterminer comment développer tout ça. Bon, le back-end, ça sera TFS sur Azure, mais ça va, ils vont devoir quand même avoir besoin d'aide là-dessus. Fait que ça, c'est pas mon coup de cœur, mais Visual Studio, ça l'est. Fait que là, je vais passer la parole au prochain, qui se nommera, parce que Mario nous a demandé de se nommer, donc je le nommerai pas. Merci Étienne. On était tous en train de faire la sieste. Donc, donc bonjour à tous. Moi, mon nom c'est Laurent Duvaux.
Et mon coup de cœur, si je mets de côté l'aspect purement technique, l'infrastructure, l'architecture, la programmation, le développement, moi mon coup de cœur c'est l'OS en lui-même. Donc Windows 8, je crois qu'on l'a même pas encore nommé en fait depuis le début de l'émission. Donc on parle de Windows 8 ce soir. Et moi, donc en tant qu'utilisateur final, j'adore l'OS. Là, ce qu'ils ont montré, c'est vraiment quelque chose que moi c'était un besoin que j'avais depuis longtemps. Ça fait au moins depuis 2 ans, je pense que je songe à avoir une tablette, même si c'est pas un besoin vital. Donc j'avais rien acheté à date, ni un iPad dans le fond. Puis j'attendais un peu de voir ce qu'avait Microsoft dans ses plans. Et puis ce qu'ils ont montré là, moi j'aime beaucoup. Oui, donc comme dit Grégory, en plus ils ont donné une tablette à tous les participants qui est loadée avec un Windows 8 en version. C'est pas une version bêta, c'est une version preview développeur. Donc côté utilisateur final, là, c'est pas l'expérience qu'on aura pour un produit en version finale, mais c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup l'interface métro. Donc, encore une fois, en tant qu'utilisateur final, l'interface métro, donc tactile. Moi, c'est comme ça que je consomme mes données depuis pas mal de temps. Et quand on est dans le bus, dans le métro ou dans un canapé, finalement, c'est un device parfait là, une tablette. Et donc consommateur. Et puis ce qu'on a vu, c'est que ils avaient gardé quand même une rétrocompatibilité avec tout ce qu'on faisait avec l'interface desktop traditionnelle qui était toujours là et tous les logiciels que l'on connaît. Donc on va pouvoir finalement brancher un clavier et une souris sur ce genre de device et puis on pourra toujours travailler comme on le faisait avant, en mode plus bureautique. Donc à voir par rapport à ce que disait Étienne, comment ça sera adopté dans l'entreprise, mais on voit quand même qu'il y a vraiment le côté consumer comme l'iPad avec quelque chose de tactile. Puis il y a quand même tout un volet plus traditionnel où on aura nos applications plus clavier souris, comme Visual Studio qui restera dans cette partie-là de toute façon. Donc en tout cas moi je suis bien content d'avoir une tablette comme ça et je pense que je vais m'en servir. Je passe le micro au suivant qui va se présenter. Donc, bonjour tout le monde, mon nom c'est Eric. Donc, moi, vraiment, j'ai 2 coups de cœur. Le premier, c'est que ce que je vois, c'est vraiment une tablette pour les consommateurs. Puis, je vois vraiment que ça s'aligne avec une vision que j'ai, que les entreprises, puis la façon qu'on gère l'information est en train de changer. Je vois plus un monde que les compagnies achètent 5000 BlackBerries puis ils distribuent ça à leurs employés. Je vois un monde que les employés s'équipent eux-mêmes avec l'équipement avec lequel ils veulent travailler. Puis ils arrivent au bureau puis ils disent, voici mon outil, c'est une tablette, ça donne c'est Windows 8, branchez ça sur le réseau, donnez-moi accès à mes fichiers, je veux voir mon Excel. Donc je vois vraiment que Microsoft a vraiment un bon produit à ce niveau-là avec Windows 8. Mon deuxième coup de cœur, c'est vraiment au niveau de la façon qu'on programme. Donc moi, je programme beaucoup en C#, Silverlight, du WPF. Mais je suis tombé un peu en amour avec qu'est-ce qu'ils sont sortis au niveau HTML. Donc, si je prends 30 secondes pour expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui se programment un peu sur leur iPhone, sur l'Android, ils connaissent un produit qui s'appelle PhoneGap. PhoneGap, en gros, qu'est-ce que c'est que ça prend un site web, ça le met dans un genre de zip, puis ça va donner accès au JavaScript dans ce site web-là, une façon d'accéder à l'API ou à la fonctionnalité du device sur lequel il roule. Donc, qu'est-ce qu'on voit chez Microsoft, c'est qu'ils ont un peu pris cette mentalité-là, puis là, ils offrent la capacité de développer dans Visual Studio. Donc là, c'est les mêmes outils qu'on connaît super bien puis qu'on est à l'aise à travailler. Puis là, on peut développer des sites web, mais ces sites web-là, c'est pas des sites web qui vont être hébergés sur Internet, ça va être des sites web qui vont rouler nativement dans un browser virtuel à l'intérieur de la plateforme. Donc ça, c'est vraiment capoté. Puis, c'est pas ça pour moi l'innovation. L'innovation, c'est nouveau de la façon qu'on va travailler avec les humains. Parce que tous les designers graphiques qui sont habitués à faire du Adobe Flash, qui connaissent leur CSS, toutes les technologies que moi je connais pas, tout ce monde-là, tout à coup, on va pouvoir les ramener à faire du design dans des applications métro. C'était très difficile, je pense, dans l'industrie, justement, prendre des designers puis les emmener dans un monde XAML 1. C'était une technologie différente, c'était quelque chose de nouveau. Les outils aussi étaient différents. Mais là, le fait qu'on est capable de tout réutiliser, toutes les assets, tout ce qu'on a appris avec le web, c'est vraiment ça que je trouve un peu extraordinaire. Donc, chapeau pour Microsoft. Je trouve qu'ils ont fait une belle job là-dessus. Puis, c'est sûr qu'il y a des bugs dans la tablette qu'ils nous ont donnée. Ça plante. Mais je pense que c'est pas grave. Je pense qu'on est tout habitué à des versions de ce calibre-là, qui veut dire, c'est même pas un bêta, là, comme qu'ils disent. C'est vraiment avant un bêta. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que les prochains mois nous réservent là-dessus. Donc, je passe le micro au prochain. Alors, moi, c'est Aurélien. Avis plutôt positif. Je trouve que se retourner comme ça vers l'utilisateur final, que je traiterais de plus le casual, en fait, utilisateur, ça m'évitera de faire du support pour ma mère et ma femme quand elles arrivent plus à remettre le son sur l'ordinateur. Non, quand même, je pense que ça devrait être beaucoup plus facile. Après,
On verra ce que ça pourra donner niveau entreprise, où là pour l'instant c'est pas très clair. On sait pas notamment si on pourra complètement désactiver l'interface métro au démarrage ou pour arriver directement sur un desktop ou pas. Donc ça sera à voir avec le temps. Je pense qu'aujourd'hui sur la version développeur preview, ils voulaient surtout quelque part aussi faire l'effet, on vous en met plein les yeux avec cette superbe interface tactile qui est très réussie d'ailleurs, hein, mais on verra par la suite. Après moi j'ai un coup de cœur mais qui est surtout très très technique, qui parlera aux vrais techniciens, c'est C# Roslyn. Les extensions du compilateur, ça fait un peu frissonner sur le bord de la chaise quand même. Hein. Bon, du coup, je vais passer le métro à Guy. Le métro. Tu vois, on a été vraiment martelé depuis lundi. Roselyne, ça c'est assez vaste. Après, l'expliquer aujourd'hui, on nous l'a surtout montré. On a vu pas mal de choses comme les exécutions de code dynamique avec le script engine, les extensions de compilateurs qui vont permettre de pouvoir aller, API, d'aller venir nous-mêmes rajouter des fonctionnalités. Alors, pour que les gens comprennent bien, c'est par exemple quand vous faites une propriété avec juste getSet, derrière c'est le compilateur qui dans l'IL va aller générer les variables intermédiaires pour faire les membres privés, publics, etc. Donc on va pouvoir nous venir créer ses propres points d'extension et pourquoi pas créer sa propre syntaxe link pour venir exprimer des choses. Ils ont aussi annoncé pas mal de choses sur les métadatas. Donc on ne sait pas trop encore si ce sera un peu comme dans le monde C++ ou pas, mais c'est très prometteur pour le langage. Ça sera après, hein. Mais voilà, moi c'est mon coup de cœur technique dans ce que j'ai vu dans les sessions auxquelles on a pu suivre. C'est vraiment quelque chose qui, techniquement ça fait plaisir et ça fait envie. Guy. Tu me passes le métro. Le métro. En fait, c'est un bon jeu de mots parce que mon coup de cœur. En fait, j'ai deux coups de cœur. Mon premier coup de cœur, c'est l'interface métro. Vraiment, là, je trouve que le travail... En fait, ils nous ont présenté les recherches qui ont été faites par Microsoft depuis des années sur le travail d'interface usagée qui ont été faits pour arriver avec cette interface-là. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment la première fois dans l'histoire de Windows où on a des études, on a vraiment un travail qui a été fait au niveau de l'interface usagée, l'interface, donc on dit chez vous interface homme-machine, IHM, ouais. Et on arrive avec des guidelines, un set de guidelines qui sont très précis. En fait, moi, j'ai travaillé longtemps dans une agence web où quand les clients étaient très piqués là sur le résultat de leur site web, puis il fallait tasser d'un pixel à gauche, un pixel à droite, la fente un petit peu plus grosse, un petit peu plus petite. Ouais, le bleu n'est pas assez bleu azur, il est ce qu'on va avoir finalement, c'est un set de guidelines qui sont précis, qui vont nous aider à développer des interfaces usagées qui sont très épurées. Il y a un thème récurrent qui est la fluidité là des interfaces sont très épurées, simples. Des guidelines au niveau des polices de caractères aussi, au niveau des couleurs. Donc je pense que c'est un atout majeur là pour la plateforme Windows. Mon deuxième coup de cœur, en fait, c'est un peu plus technique. C'est tout ce qui est asynchronisme, les async, parce que sur cette plateforme-là, tous les appels ou la majorité des appels sont faits de façon asynchrone. On a maintenant dans le framework 4.5 des outils qui nous permettent facilement, sans possibilité de se casser la gueule. Il y a sûrement possibilité de se casser la gueule, mais de façon simple de faire du code asynchrone. Donc ça, c'est mes deux coups de cœur. Toi, Mario? Eh bien, moi, comme c'est le même que toi, Guy, c'est-à-dire que moi, je suis vraiment très enthousiaste face à l'interface utilisateur. Écoute, comme toi, Guy, on utilise nous un iPad depuis plusieurs mois. Donc, contrairement à Laurent qui attendait, on s'est déjà lancé depuis plusieurs années. En tout cas, moi, j'utilise même les produits Apple depuis plusieurs années. Et au riche, large, j'oserais pas dire ça. Mais moi, je suis vraiment
épaté. Le parallèle que je vais donner, c'est si on remonte, parce que c'est un changement de paradigme, hein, l'interface doigt, et de la même façon qu'il y a eu un gros changement de paradigme lorsqu'on a passé du command line à la souris et au clavier, donc on remonte en 1984, et à l'époque, t'as eu le Macintosh, donc Apple, c'est eux qui ont réussi à faire, en tout cas originalement, la meilleure interface clavier-souris. Et ensuite, Microsoft était à la remorque et ont essayé d'améliorer leur Windows, mais ont toujours été à la remorque. Et moi, ce qui m'épate aujourd'hui, c'est que déjà, moi, après une semaine d'utilisation, quelques jours d'utilisation avec une version même de produit très très peu stable, on le dit tout, il faut des fois nous autres faire des cold reboots de notre machine. Mais déjà après 2-3 jours, pour moi, c'est évident que Microsoft vont être le haut de gamme de l'interface utilisateur, beaucoup mieux que ce que Macintosh font. Et là, puis je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui disent wow, Apple, ils savent comment faire ça. Non, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a 10 ans de recherche et développement que Microsoft font, qui vient de leur historique de leur interface Surface. Et vraiment, pour moi, c'est mon coup de cœur, ou en tout cas, c'est ma grande découverte, c'est que Microsoft, malgré le fait qu'il arrive 1 an plus tard, ou presque 2 ans plus tard qu'Apple, dans le cercle des interfaces avec les doigts, déjà, ce qu'il nous montre, c'est que c'est mieux qu'Apple. Et pour moi, c'est mon gros coup de cœur et c'est ma grosse prise de conscience. Et là, ça m'amène à une question que je voudrais vous demander à chacun. Vous savez, aujourd'hui, on a Windows 7 et là, on nous annonce Windows 8. Mais moi, ce que j'ai compris quelque part, c'est qu'on nous annonce quasiment Windows 15. Puis je m'explique. C'est-à-dire que c'est 2 Windows en un. C'est-à-dire que tu as Windows 8 qui est l'interface doigt et tu as encore un Windows 7 qui est le mode, le bon vieux mode clavier-souris. Et ma question pour vous, c'est est-ce que vous allez par défaut choisir l'interface Windows 8 comme façon d'entrée ou si vous allez dire non, moi je rentre clavier-souris parce que on m'a pas convaincu qu'il faut que je commence à utiliser les doigts comme première façon d'interagir avec ma machine parce que les deux modes vont être permis. Là. Tu vas pouvoir soit décider que tu veux aller en Windows 7 classique parce que toi tu préfères clavier-souris, ce qui sera peut-être un mode que beaucoup d'entreprises vont choisir. Et peut-être que ma mère et mon père, eux, vont choisir le Windows 8. Donc, je pose cette question-là. Je vais aller à l'inverse. Donc, Guy, toi, c'est quoi ton mode? En tant qu'utilisateur sur de la tablette, sur mon divan, en train de naviguer, ouais, ben c'est l'interface tactile. Ça c'est certain parce que c'est tellement naturel, ça se fait très bien. Est-ce que ça se peut que tu aies d'autres ordinateurs ou est-ce que là tu vas choisir que par défaut, par exemple ton gros desktop, que là tu vas embarquer dans l'interface clavier-souris? Ah ben si tu me payes un écran tactile de 27 pouces, ça va me faire absolument plaisir, Mario. Mais non, mais c'est une bonne question. Puis bon, c'est une joke là, mais il va falloir éventuellement changer le parc des écrans. Puis ça se fera pas du jour au lendemain. Donc, on va se retrouver avec Windows 8, par exemple, d'installer sur les tablettes. Parfait, on a accès à l'écran tactile, mais qu'est-ce qui va arriver sur nos desktops? Il va falloir changer éventuellement nos écrans. Ça se fera pas du jour au lendemain. Donc, oui, avec une tablette sur le divan, en train de naviguer, de tweeter. En tant que développeur, je peux pas là. Ça me prend absolument le clavier souris. Donc, je suis bi. Je vais. Alors, je vais peut-être m'écarter un peu de Mario finalement, mais je vais quand même rejoindre vachement son opinion. C'est-à-dire que sur le canapé devant la télé pour regarder au programme ce qu'il va y avoir dans les heures à venir, ça va être très métro pour moi, c'est sûr. Après, je me vois mal dire à Grégory qui est autour de la table au boulot, bah écoute, maintenant je code moins vite parce qu'avec le clavier virtuel j'ai un peu plus de mal. Donc c'est vrai que côté professionnel, c'est sûr. Enfin, pour ma part, on restera clavier-souris. Visual Studio en clavier virtuel, c'est pas envisageable. Donc, Eric. OK. Donc, moi, c'est Eric. Donc, ma vision là-dessus, c'est vraiment métro. Puis, je vais m'expliquer pourquoi. C'est que, dans ma vision de comment qu'on va travailler, c'est que les entreprises, au fond, ils payent le monde pour prendre des décisions. Donc, ce monde-là, il faut leur donner des accès à l'information pour qu'ils puissent prendre la bonne décision. Donc, ça, c'est surtout consommer de l'information. Puis, je pense que métro, de façon tactile, c'est pas juste le concept que on travaille avec nos doigts. C'est vraiment le concept qu'on épure la façon qu'on présente l'information. Puis, je pense que métro, c'est pas juste travailler avec les doigts, c'est vraiment la façon qu'on présente l'information, la façon qu'on l'agrège, la façon qu'on la sommarise. Puis c'est là que je vois vraiment la puissance de ce genre de système-là. Qu'est-ce que je vois aussi avec la tablette, c'est que on a un sentiment que c'est ma tablette, je la personnalise pour moi.
Ça, dans l'industrie, on voit beaucoup ça. On appelle ça hyper-personnalisation. En tout cas, un grand mot comme ça. L'idée, c'est que comme ça, c'est un peu comme mon téléphone. Mon téléphone, j'ai mis les applications que je veux dessus parce que c'est la façon que je travaille. Il y a 50 applications pour regarder la météo, mais c'est moi qui ai fait un choix pour savoir laquelle que je veux utiliser. Ça, c'est un choix que moi j'ai fait. Puis pourtant, une application aurait pu suffire à tout le monde sur la Terre, mais j'ai le choix, puis je peux faire ce choix-là moi-même. Donc, je vois vraiment que la tablette est capable d'arriver à ce point-là en entreprise, dans le but de prendre des décisions, d'être plus efficace. Puis quand je regarde l'autre côté de la médaille, qui met toute cette information-là, en quelque part, il en reste plus beaucoup d'informations à taper. Quand j'achète un billet d'avion, je reçois un courriel qui pourrait être presque intelligent, qui contient toute l'information sur mon vol d'avion. Donc ça peut s'insérer dans mon calendrier tout seul. Mon nom, mon adresse, mon âge, c'est tout sur Facebook. Ma tablette, elle vient avec plein de senseurs. Elle sait exactement où que je suis, quand j'y suis, parce qu'elle a l'heure. Elle sait si c'est le jour ou la nuit à cause qu'elle a des senseurs de lumière. Donc, toute cette information-là, je suis plus obligé de la taper. Puis, il s'agit juste que les systèmes commencent à se parler ensemble. Donc, arrêtons de bâtir en silo nos systèmes informatiques, puis commençons à mieux communiquer l'information, rendre l'information disponible. Je pense pas qu'il faut avoir peur de ça. Puis, je pense que toutes ces petites choses-là ensemble vont faire que la tablette va vraiment être un succès. Puis, oui, moi, je vais travailler sur cette tablette-là de cette façon-là. Laurent? Moi je pense que ça prend les deux aspects et puis je suis bien content que Microsoft s'en vient avec cette solution hybride, autant avec l'aspect métro tactile puis le vieux desktop ou le desktop qu'on connaît actuellement, clavier souris, dans le sens où on est encore beaucoup on est énormément consommateur de données. Là donc ça rejoint plus l'aspect tactile, mais on est quand même à un moment donné dans la journée, on produit de l'information, soit pour écrire un courriel un peu plus long ou produire un document Word. Et moi je suis très content que les devices qui seront Windows 8 auront les deux aspects parce que j'aurai pas besoin de toujours trimballer avec moi un laptop puis une tablette. Ça va être juste une tablette ou un device Windows 8 qui me permettra d'avoir l'aspect tactile et puis à tout moment de pouvoir mettre un clavier souris et de pouvoir travailler en mode bureau traditionnel. Et moi c'est vraiment l'approche hybride là, c'est des devices hybrides qui vont faire les deux et l'OS permettra les deux. Donc soit une vue complètement tactile ou bien revenir en mode de produire du data, produire de l'information de façon productive. Je suis pas persuadé qu'on puisse être extrêmement productif en mode métro uniquement avec un clavier virtuel. Ça va prendre quand même un clavier. Et est-ce que si on pourrait mettre le clavier physique avec l'interface métro, probablement, mais je pense que quand même les gens sont aussi beaucoup habitués à des choses traditionnelles, tout ce qui est Office. Et au passage, on n'a pas du tout vu à date de portage de Office sur cette nouvelle interface tactile. Donc à voir s'ils vont le faire ou s'ils sont conscients que ça nécessitera uniquement une vue desktop, finalement clavier souris pour du Office. Donc ça sera à voir. Mais peut-être je me trompe et que Microsoft va arriver avec une solution assez élégante et de porter Office ou une partie de Office sur Metro et arriver à toujours être productif. Donc Aurélien vient de dire que Steve Ballmer pensait que ils y pensent fortement. Et oui, ce que j'ai entendu, c'est que l'équipe Office est complètement une autre équipe que Windows, donc eux, ils font ça dans leur propre conférence, c'est pour ça qu'on n'entend pas parler, mais probablement qu'ils travaillent sur quelque chose également. Moi, je vois plutôt ça comme des petites applications complémentaires sur la vue métro, mais on aura toujours la suite productive complète dans la partie desktop. Voilà pour moi. Je passe le micro à Étienne. Ouais, je suis vieux. Ouais. Non, moi, je vais vous dire, franchement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit à date, puis je pense que certainement l'approche hybride va être de mise, c'est clair. Je pense à ma conjointe, à mes enfants, tout ça, puis une interface tactile. C'est sûr que ça va marcher. Puis ce que Microsoft va pas annoncer, puis c'est normal, là, rendu où est-ce qu'ils sont dans le développement de Windows 8, c'est le packaging, donc les SKU de ça. Donc c'est sûr qu'ils vont vendre une version Home Edition, une version Ultimate, une version... Là, qu'est-ce qui dirait qu'il y aurait pas une version Pro qui serait le desktop, puis une version Slate qui serait vraiment juste Metro, puis une version Ultimate qui serait comme on a là sur notre Developer Preview, où est-ce qu'on peut changer d'un mode à l'autre quand on veut. Puis je pense que le monde qui sont en entreprise, à mon avis, puis ça, c'est pour ça que je rejoins pas Eric là-dessus. Je pense que moi je vois pas
50 personnes dans un bureau en train de swiper sur l'écran puis de cliquer un petit dashboard pour 5 minutes pour trouver l'information qu'ils veulent. Puis après ça, ils vont faire quoi? Je sais pas. Mais ça, c'est moi, là. Moi, je pense que l'approche Windows traditionnelle est tellement ancrée. Ça fait 30 ans que c'est là. Je vois pas, moi, tout d'un coup, demain, dire nous autres, on va juste se promener avec des doigts puis des slates, puis on va se promener dans un meeting room, puis on va écrire des choses. Ça, c'est moi. Mais c'est peut-être pour ça que notre ami de Microsoft me traite de vieux, là. Mais ou peut-être qu'on pourrait le voir peut-être plus d'un mode non, pas du tout. Je regarde ça, puis je sais qu'on est tous un petit peu enthousiasmés à certains niveaux différents ici. Moi, je suis un gars de tooling, fait que moi, je regarde le tooling, puis je pense que le tooling, on n'a pas du tout parlé d'Azure, là, mais le tooling Azure, ça vient de mieux en mieux. L'intégration de toutes les affaires qu'on fait avec Azure, c'est même regardable. Maintenant, il y a 2 ans, Azure, c'était comme... mais là, c'est comme, oh, là, il y a des choses à faire avec ça. Donc, je pense que l'approche tactile est là, elle est là pour rester. L'iPad a mis ça sur la map. Microsoft le renchérit, comme ils font toujours dans la majorité des choses. Ils regardent ce qui marche, ils renchérissent. Ils font-tu mieux, ils font moins bien, ça dépend des fois. Je pense qu'ils ont réussi. Je pense que l'interface métro va fonctionner. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Puis sur les tablettes, ça va fonctionner. Ça, c'est clair. Puis moi, en tant que consommateur assis sur mon divan, c'est sûr que je vais prendre cette approche-là. Parce que je me sers du browser depuis quelques jours. Et puis, c'est agréable. Tu sais, d'avoir ça sur ses genoux, puis juste papoter, puis aller regarder, c'est bien. Par contre, du côté productif, côté créatif, côté on est tous des développeurs ici, là. Donc moi c'est clair et net que je vais pas partir un Visual Studio Metro pour faire du développement, là, c'est sûr que non. Donc on va partir studio, puis si on va partir studio, ben on a besoin d'un clavier souris. Si on a besoin d'un clavier souris, ben je vais pas m'en aller avec mes doigts sur l'écran, là, c'est clair que je vais taper sur un clavier. Donc je pense que l'approche hybride, c'est sûr que c'est là pour rester. En tout cas, peut-être pour notre groupe, le groupe des développeurs, le groupe du monde qui vont vraiment écrire pour ces affaires-là. Je pense qu'il y a le monde qui vont développer pour l'aspect consommation. Les consommateurs vont utiliser beaucoup l'approche métro. Puis ceux qui vont être plus comme, mettons, je dirais des information workers, comme Microsoft les appelle, là, qui vraiment font de la bureautique avec remplir des documents Word. Je pense qu'il y a une approche plus desktop. Puis c'est pour ça que Microsoft va garder tout pour garder un petit peu mais est-ce qu'on va appeler dans 5 ans le desktop legacy? Puis ça, je suis pas prêt à faire un call actuellement là-dessus. Fait que Greg, c'est à ton tour. Waouh. Après vous tous, ça va être dur. Je veux dire de surenchérir. J'ai entendu plusieurs points. Je vais plutôt venir alimenter ce qui a été dit. Moi de mon côté, je suis en bon belge. Hein, je veux dire, on est pour les compromis. Donc je suis pour les deux. Donc grosso modo, je trouve que l'approche hybride est très intéressante. L'approche desktop, forcément ancrée dans les usages des utilisateurs. Ça va être dur en tout cas de l'enlever. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on rentre dans une nouvelle ère. On rentre dans une nouvelle ère du Microsoft. Tu parlais, Guy, tout à l'heure des écrans. Ce qui est très intéressant, c'est que justement ce qui a été dit, c'est que Windows 8 va rouler sur beaucoup plus de PC que ce que roulaient en définitive les versions précédentes. En tout cas, ils nous ont montré des performances qui sont quand même assez impressionnantes. Donc, s'il y a que le parc écran à changer, waouh, on peut partir sur des touches, surtout quand on voit le prix des écrans touch aujourd'hui, c'est quand même plus, complètement absurde. Tu parlais d'intelligence. Alors forcément, ça c'est quelque chose qui, je veux dire, Aurélien ou Laurent qui sont présents, qui me connaissent bien dans le travail, dans la recherche. C'est forcément un domaine qui m'intéresse beaucoup et ce côté ubiquité. Ce qui est sûr, c'est que Windows 8. Alors on a parlé beaucoup de l'interface de l'OS, mais en définitive, l'OS c'est vraiment rien. C'est tout le système, c'est l'environnement complet qui est mis en place. J'en parlais avec mon ami de chambre, avec Nicolas Clerc. Je disais, il faudrait faire un schéma où on explique aux gens c'est quoi maintenant Windows 8 dans son écosystème avec SkyDrive, avec Windows Live, le fait que tout d'un coup Windows Live qui a été vu comme un peu le lépreux pendant des années chez Microsoft est tout d'un coup remis à l'honneur avec l'ID, la synchronisation, le fait que j'ai mon Windows 8 sur une clé USB qui se synchronise dans le cloud en fait en temps réel, je perds la clé, c'est pas grave. Bon, aussi c'est un peu dommage pour le prix de la clé, mais j'en reprends une autre, je me replug et j'ai mon environnement qui réapparaît de manière directe. Ce côté ubiquitaire sur
sur les différents types d'interfaces. On le voit bien, l'iPad, il y a des étuis avec un écran qui font en sorte. Par contre, l'iPad n'a pas réellement de suite Office qui permet en fait de créer l'usage. On avait développé il y a quelques années chez Wigwam un projet qui était Smart Use. Et en définitive, c'était exactement la philosophie. Allez voir, hein, c'est www.smart-use.com. Et c'est un projet de surcouche graphique en fait à Windows 7 qu'on avait tenté de mettre en place et qui permettait de switcher. Et l'idée était de se dire, le device que les gens voudront demain, c'est un device universel, parce que on est tous là à se balader dans des conférences, à rencontrer plein de monde et à se balader avec un sac, avec le PC, le mini PC, l'iPad, le téléphone. Waouh, les 4 chargeurs. Non mais attends, mais franchement, je veux dire, on parle de nos enfants qui ont un cartable qui pèse 1 tonne, mais prenez mon sac, hein. Franchement, et puis je mets pas de roulette dessus, comme ça je suis sûr que je fais du sport entre l'aéroport. Ouais, mais c'est parce que je prends ma tour aussi. Et ce qui est vraiment intéressant avec Windows 8, c'est que ils apportent vraiment une réponse sur le fait de se dire, je vais pouvoir avoir un device universel pour mes besoins privés, pour mes besoins professionnels, pour tout ce qui est amusement, pour tout ce qui est travail en fait, etc., etc. Et donc, pour conclure ce que disait Laurent sur ce côté hybride, qui est pour moi la voie du consommateur, la voie de l'usage. C'est que ça, en fait, c'est donner du sens à Windows 8. Guy, dans ta première réponse tantôt, tu as évoqué le framework 4.5. Ok. Puis on sait que Microsoft a aussi fait des annonces sur quel était le sur de nouveaux frameworks sur Windows 8 qui serait Windows RT. Ma question, c'est est-ce que quelqu'un autour de cette piscine, parce qu'on est autour d'une piscine, est capable de formuler, est-ce que quelqu'un est capable de formuler de façon claire et concise qu'est-ce que c'est réellement que le framework 4.5 et Windows Runtime, Windows RT, et leur rôle au sein de Windows 8. Et là, tout le monde est parti. Et vous remarquez qu'en posant la question, je m'évite d'y répondre, hein. Donc je vais tendre le micro au premier qui est capable de formuler. C'est pas facile. La question est pas facile parce que, ouais, avant de passer le micro, ce qui se passe, c'est que le message est quand même complexe et on est à chaud, hein. On est vraiment à quelques heures de ce qui a été annoncé. Donc ce qu'on dit là, c'est des réactions à chaud et on va tenter de le formuler, quelqu'un ici, mais c'est pas simple encore. Donc je passe le micro à Grégory, le premier courageux. Donc, on a maintenant un troisième socle de développement, comme on en parlait avec Étienne hier. Ça y est, ils nous ont mis une troisième sandbox là. En fait, on a Win32, on a .NET, et maintenant on a en fait on a WinRT, donc Windows Runtime en fait Library, qui hérite en définitive de forcément l'environnement de développement, qui hérite de C#, de VB, et qui hérite également par exemple de XAML. Mais Grégory, selon Anders cet après-midi, WinRT, c'est l'évolution de COM. Oui, non. C'est là où ça va devenir, alors chers auditeurs, c'est là où ça va devenir extraordinaire. C'est comme évolution de Donc, je vais passer le micro à Aurélien. Donc Aurélien, non, faut quelque part, il y a Miguel de Icaza qui a posté un truc hier soir sur son blog où il explique quelle est sa compréhension de tout ça, et je rejoins assez son avis qui est WinRT quelque part c'est un peu une sandbox comme peut l'être Silverlight, c'est-à-dire que c'est un sous-ensemble du framework qui est exposé d'une autre façon et avec un énorme travail qui est fait par Microsoft de façon à ce que tout derrière se passe de façon asynchrone pour faciliter la vie des développeurs, et pour moi ça leur permet de ne pas prendre de risques sur le fait que les applications développées pour les interfaces métro viennent bloquer les interfaces, parce qu'en mode tactile, il n'y a rien de plus horrible. Et c'est donc une espèce de boîte noire dans laquelle eux vont contrôler le fait que les tablettes restent tout le temps performantes. Alors après, c'est clair que ça vient rajouter une couche en plus, ce qui est pas évident, parce que ça va nous avoir plein d'accès, c'est-à-dire qu'on a pu les sockets, on a pu system.io, etc., regardez le blog de Miguel parce qu'il explique comment on peut quand même le faire, hein, avec le GAC et tout. Mais non, tu peux pas le faire, et tu sais pourquoi? Parce que tu ne passeras pas la certification de l'App Store. D'accord. Donc après, du coup, tu pourras pas.
du Windows Store. Donc après, tu pourras pas mettre ton application dans le Windows Store, mais en tant que geek, sur ta propre tablette, tu pourrais très bien le faire. Alors si. Non, parce que j'ai vu, alors justement, hier dans une session qui était dédiée, une des toutes premières sessions sur l'utilisation de l'API JavaScript pour les applications métro, où il te montre que quand tu publies pour le store, ça crée un fichier qui est un, je sais plus, APPX, tu le renommes zip et en fait dedans il y a l'applicatif qui est en mode prêt à déployer. Non, et il y a un cmd.bat, enfin un point .bat qui sert à l'exécution et à l'installation de l'application sur la machine. Donc en fait, tu dézippes le truc. Je vais essayer de reprendre toutes les dernières idées qu'on vient d'entendre à ma façon. Si on regarde un peu comment ça s'est passé dans le passé, on a eu Win32. Puis Win32, c'était un API qu'on appelait binaire parce que il fallait mettre sur le stack, donc des affaires très assembleurs, très microprocesseurs. Il fallait appeler des fonctions. Donc Win32, au fond, c'est un ensemble de fonctions qu'on était capable d'appeler. Quelque part, quelqu'un a dit ça serait le fun d'avoir des composantes. Puis des composantes, là, c'était le monde orienté objet, donc ils ont inventé quelque chose qui s'appelait COM. COM, au fond, c'était juste des fonctions qu'on regroupait ensemble puis qu'on disait ça c'est un objet, c'est un ensemble de fonctions qui ont un certain but ensemble dans la vie. On regarde .NET, au fond, .NET, c'est quelque chose, c'est une invention qui est basée, sur COM, qui est basée aussi sur du Win32. Puis ça, c'est un engin d'exécution. Quand moi, j'écris du code en C#, c'est compilé dans un langage intermédiaire qui est interprété. On a des just-in-time compilers, mais ça reste que c'est une certaine forme d'interprétation pour être capable, au bout de la ligne, de consommer du Win32 et ou du COM, parce que pour moi, c'est la même chose. On appelle des fonctions. Quand je regarde qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui de WinArt, qui est le nouveau runtime, qu'est-ce que je vois? Moi, c'est un ensemble de nouvelles API. Pourquoi qu'on a inventé une nouvelle API? Parce que dans un monde où on a toutes on a des données sensibles. Il faut avoir un contexte d'exécution qui est très sécuritaire. Il faut être capable de dire, cette application-là utilise la caméra. Cette application-là consomme tes photos sur ton disque. Aucun mécanisme dans Windows présentement permet de faire ce genre de certification-là, sauf un engin d'exécution qui a été codé dans Windows RT. On retrouve le même genre de fonctionnalité dans Windows Mango ou dans Windows Phone, justement qu'on spécifie quel genre de fonctionnalité qu'on veut, puis il y a un engin de sécurité qui s'assure que je peux juste consommer ce genre-là de fonctionnalité, puis que je n'essaie pas de faire des choses que l'utilisateur ne sait pas que je fais. Quand je regarde maintenant WinRT, la façon que c'est fait, c'est juste un API, c'est juste des choses que je peux appeler, c'est juste un ensemble de fonctionnalités. Quand Étienne disait que c'est l'évolution de COM+, je pense qu'il a raison, parce que au fond, COM, c'était un API qui était très binaire, il fallait apprendre des GUID, il fallait être capable de parler au registre, c'était relativement compliqué. .NET, nous, on s'est inventé un système de types. On s'est dit, il y a des choses qui s'appellent des int, il y a des choses qui s'appellent des long, il y a des choses qui s'appellent des strings. Tous ces types-là, on leur a donné un certain sens universel. Puis je pense qu'ils se sont dit, wow, le monde .NET a inventé quelque chose de bien. On va prendre cette façon-là de modéliser l'API, de modéliser les types, puis on va ramener ça dans COM. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est une évolution de COM, mais il faut pas le percevoir comme COM. Ensuite, cette API-là, pour être capable de coder en JavaScript, pour être capable de coder en C++, pour être capable de coder en C#, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est ouais. Comment est-ce qu'on fait pour dire, au lieu de dire que l'équipe .NET doit coder un wrapper sur les fonctions Win32, puis ensuite l'équipe de C++ doit utiliser un point H quelque part, ou l'équipe de JavaScript doit inventer un truc, ils se sont dit, on va inventer quelque chose d'automatique qui publie l'API qui a été bâtie dans Windows RT en C++, qui publie cette API-là sur du C# et qui publie cette API-là. Donc Bill Gates vient d'appeler Grégory. Mais l'idée, c'est que WinRT, c'est un ensemble c'est un API, puis cette API-là, il est projeté à l'intérieur des différents langages, des 4 langages, C++, C#, VB et JavaScript. Puis là, on est capable de les utiliser. Puis chacune des technologies cibles est responsable d'être capable de faire le pont vers la technologie Windows RT. Donc, c'est juste un ensemble de fonctionnalités. Puis oui, ça peut ressembler à du COM parce qu'on veut aller chercher le plus de performance qu'on peut en C++, le plus proche de la machine, justement, pour avoir la performance qu'on a vue sur les machines métro. Donc maintenant, je passe le micro. J'assiste. Ouais, Laurent reprend le micro très rapidement. Je sais qu'Étienne veut parler très rapidement parce que je vois tout le monde qui a sauté très vite sur la technique. Je voudrais rajouter juste un petit détail extrêmement simple pour toi, notre auditeur. Tout simplement, c'est qu'on a donc un OS hybride avec l'interface tactile métro et puis l'interface traditionnelle desktop. Je voulais dire que quand on fait une application qui cible métro, on va la faire sur WinRT, d'accord, ce qu'on n'a pas dit là, et que finalement, donc comment on va coder sur WinRT, ça va être avec C#, VB ou C++ ou HTML.
mais c'est pas du C# ou du VB sur framework comme on le connaît. Hein. C'est du C# ou du VB sur ce WinRT. Ça, c'est pour Metro. Mais toutes nos applications qu'on avait fait à date en WPF, Silverlight, Windows Forms ou autres vont toujours marcher telles quelles dans la vue desktop de ce nouvel OS Windows 8, parce que là, le framework est toujours présent. Le framework d'ailleurs qui passe d'une version en 4.5. Donc je voulais juste clarifier ça. Et je crois que Grégory veut apporter une précision. Et après, il passera un micro à Étienne qui attend patiemment et calmement. Ce qui est aussi important, c'est que WinRT amène les guidelines pour pouvoir être accepté dans le futur Windows Store. Car il faut pas oublier une chose qui est quand même non négligeable, c'est qu'ils nous ont mis des chiffres tout au début, qui ont visiblement pas interpellé énormément de monde. Mais quand tu prends ces chiffres, c'est quand même 450 millions de licences Windows 7, si je me trompe pas. Windows 7 étant maintenant devenu le système d'exploitation le plus utilisé avant même en fait Windows XP. C'est également combien de millions de comptes Live ID? C'est 500 millions de comptes Live ID. Donc on joue quand même dans la cour de Facebook. On est sur un shell de nouvelle génération et avec Microsoft qui peut devenir potentiellement notre premier commercial auprès de l'ensemble de ses clients à distribuer nos applications. Et WinRT, en fait, a justement pour objectif d'amener tout ce qu'on a vu au niveau technique, mais a surtout pour objectif de faciliter la validation de nos applications pour pouvoir les distribuer à grosse échelle. Et voilà, donc tout simplement, c'est vraiment un point important qu'il fallait rajouter au-delà de l'aspect technique. Bonjour. Oui, j'ai patiemment attendu. Comme un vieux. Non, c'est pas vrai. Mais moi je voulais continuer le propos d'Éric parce que je suis parfaitement d'accord avec ton interprétation. Ce que je voulais juste dire que tu n'as peut-être pas nécessairement dit là, c'est que WinRT c'est vraiment binaire, c'est vraiment c'est collé sur le OS. Donc il n'y a pas d'interpréteur là-dedans. Donc vraiment quand on appelle des fonctions WinRT, c'est comme si on appelait du COM, vraiment comme avant. Puis ça, Anders il l'a un peu expliqué. Où est-ce que ça crée un handle et puis ça va être relissé, mais pas garbage disposé. Là. C'est vraiment, on est sur une couche vraiment presque métal. Là, ok. Donc ça c'est un aspect à regarder. On a mentionné l'aspect sandbox. Vraiment, ce que moi je peux voir de tout ça, là, c'est que vraiment quand on parle de WinRT, on parle vraiment de faire seulement des applications métro. Donc on fait absolument rien d'autre là-dedans. C'est vraiment des applications métro. Et puis c'est un sandbox. Donc l'externe Win32, on peut parler des applications VB6 au pire, on peut regarder nos applications .NET 2, 3, 4, 4.5, etc. On peut même pas parler ou consommer le WinRT, il n'existe pas pour ces applications-là. L'avantage, évidemment, à tout ça, c'est que bon, on peut continuer de faire ce qu'on faisait avant, puis il va y avoir un Visual Studio 11 qui va sortir avec le .NET 4.5 qui va avoir toutes les mêmes fonctionnalités et plus, ainsi que le async puis qu'est-ce qu'on a vu. Si on veut se lancer dans des environnements du développement d'applications sandboxées qui va rouler dans la nouvelle interface de Windows 8, donc tactile, etc., on va devoir faire des applications métro. Ces applications-là, comme Laurent l'a bien mentionné, on va pouvoir le faire dans tous ces langages-là. Une affaire qu'on pourrait rajouter, par contre, c'est que C++, ça va parler au métal, donc via WinRT, via cette interface-là. Ça va être très bien. Les applications HTML, JavaScript, à mon grand désarroi on va aller chercher plein de monde, mais moi j'en ferai pas, en tout cas ça c'est clair. Ces applications-là, mais c'est bien parce que on a plein d'autres options. Donc ces applications-là vont interpréter donc une portion qu'est-ce qui est émis par le framework donc WinRT, le JavaScript va être consommé par ça. Et puis à mon grand bonheur, si on pourrait voir, donc tout l'aspect C# et VB va consommer du XAML qui a été fait pour ça. Et puis en dessous de la couverte, on produit du C++. Depuis tantôt, on dit qu'on consomme le WinRT. Le WinRT, c'est un API, mais même en métro, on va parler au .NET Framework, puis on va avoir accès à tout le BCL. Donc, les génériques, oui, absolument, absolument ça. On va avoir accès au BCL. Ça veut dire qu'on va avoir, on n'aura pas accès à Windows.io. On n'aura pas accès à ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mentionné? Ça va être un autre profil. C'est un autre profil. Au même titre que là, on a .NET 3.5 ou .NET 4.0
client profile, on a un .NET Silverlight, on a un .NET full, on va avoir un .NET Metro qui va être un .NET qui va être épuré, c'est-à-dire on n'aura pas accès à certaines choses, comme le système I/O, comme les choses qui vont aller... Exactement. Donc, les choses qui sont dangereux, OK, dans un sandbox, on n'aura pas accès. Par contre, on va avoir accès, donc, à toutes ces nouvelles classes-là, WinRT. Mais nos génériques, on va encore être capable de le faire. Le link, on va être capable de le faire. Donc, toutes les choses qu'on est habitué à faire en .NET, ils vont toutes être encore là. Donc ça, c'est pour ça là, qu'il faut faire attention à ça. Faut pas crier puis dire non, faut que j'apprenne un autre WinRT puis j'ai plus accès à toutes mes affaires .NET. C'est encore tout là. C'est juste qu'il y a des choses qui sont enlevées du .NET Framework. Donc c'est pour ça qu'il y a un profil spécial. Je donne ça à mon ami Guy. Moi, ce qui me frappe, là, c'est que j'ai 6 super brillants développeurs .NET autour de moi. Et puis, on est à la fin, avant l'avant-dernière journée de la conférence. Et puis, je pense que le message est pas clair. On a chacun une petite opinion de ce que c'est, de ce que c'est pas, de ce que ça fait, de ce que ça fait pas. WinRT, en fait, de tous les annonces. Et moi, ça me frappe. Le message, je pense, soit qu'il a mal été livré par Microsoft, ou qu'il a... ça fait peur un petit peu. Moi, je pense que, Guy, pourquoi on a ça, c'est que il y a un changement, c'est un changement de paradigme à 2 niveaux. On dit, c'est un changement de paradigme parce qu'on va maintenant faire des interfaces qui sont manipulées avec les doigts. Mais ma compréhension, c'est que c'est beaucoup plus vaste que ça. Le changement de paradigme qui est beaucoup plus vaste, c'est que, contrairement au passé, Windows, depuis 25 ans, 20 ans, il y avait le Win32 et c'était la seule prescription que Microsoft imposait, c'est qu'il faut que tu passes par mon Win32, mais tu étais libre de faire ce que tu voulais dans tout, au niveau applicatif. Et ça avait un gros désavantage, c'est qu'on a eu le meilleur et le pire. C'est-à-dire que sur la plateforme Windows, ça avait des applications fabuleuses, mais tu avais aussi des applications vraiment médiocres. Et Microsoft ne veut pas ça sur la plateforme Windows 8. Et comment il impose ça? C'est qu'il impose à deux niveaux. C'est-à-dire que du côté UI, on n'imposera pas en forçant, mais on va donner des guidelines et on va dire voici la façon que vous devriez faire votre interface utilisateur, votre interface homme-machine. Et ils sont très clairs. Et ils l'ont répété pendant 3 jours. On ne veut pas que vous développiez autrement que cette façon-là parce qu'on veut une uniformité et on veut que les applications marchent. Et malheureusement, s'ils auraient été capables au niveau du UI de nous l'imposer, ils nous l'auraient imposé, mais là, ils se rendent compte qu'il faut que ça soit par convention. Et ils vont travailler très fort à marteler le message. Du côté accès à la machine, là, ils peuvent nous l'imposer. C'est à ça que sert la couche WinRT. On nous impose qu'on ne pourra pas faire n'importe quoi quand on va développer du côté Windows 8. C'est-à-dire que tu vas être, par exemple, à 3 fois que tu vas pouvoir accéder à quelque chose qui est matériel, il va falloir que ça soit asynchrone. Tu pourras plus bloquer l'interface utilisateur et on te l'impose. Et donc, à ça, que l'interface WinRT nous publie ou nous offre, les services qu'ils nous offrent finalement sont des services, un sous-ensemble de ce qu'on pouvait faire en Win32. C'est-à-dire qu'on pourra plus lancer des sockets et prendre le contrôle de la machine pendant 18 secondes et l'utilisateur voit plus rien. Ça ne sera pas possible dans WinRT. Et bravo! C'est-à-dire que maintenant, quand on va avoir une application Windows 8, ça va être toujours fluide, ça va être toujours rapide, et tous les développeurs sur la planète, s'ils respectent les guidelines, il va falloir qu'ils le fassent parce qu'on ne pourra pas déployer une application dans le fameux Windows Store si on ne respecte pas ça. C'est-à-dire que les applications vont être toujours bonnes, vont être toujours fabuleuses, vont être toujours intéressantes. Donc, ma mère et mon père vont cesser de m'appeler pour dire « Je comprends pas ce qui se passe » parce que les applications vont respecter ces guidelines-là. C'est ma compréhension de ce qui est WinRT, et je repasse le micro à mon ami Guy. Alors, j'aimerais vous relancer avec la question suivante. Est-ce que les annonces de cette semaine font en sorte que c'est la fin de Silverlight, la fin de .NET, la fin de tout ce qu'on connaît présentement? En fait, est-ce que on doit passer absolument à WinRT, Aurélien? Ça va vraiment, je pense, dépendre de ce que tu as envie de faire. Aujourd'hui, on fera pas des sites internet tels qu'on les connaît, des sites de e-commerce avec WinRT. Si tu veux attaquer du marché grand public au travers du Windows Store, oui, je pense qu'il est aujourd'hui plus stratégique de se diriger vers Windows RT, parce que c'est Windows Runtime, WinRT, parce que les utilisateurs tactiles
téléchargeront les applications dans le store. Maintenant, ça ne tue absolument pas le reste. C'est-à-dire que le desktop est encore là, les applications WPF tournent. On a vu, nous, lors de la conférence de presse, Photoshop tourner sur le desktop de Windows 8. Donc, toute cette partie-là reste. C'est juste que sur ce nouveau mode de consommation au travers de l'interface métro, ça va complètement changer. Et là, effectivement, oui, je pense pas qu'il y aura pas de Silverlight, il y aura pas de... Mais sur le pendant, et puis après sur toute la partie serveur aussi, toutes les applications serveurs, qu'elles soient desktop ou web, on restera avec notre .NET Framework et nos habitudes d'aujourd'hui. Et ça va en plus continuer à évoluer, et il nous le montre avec le Framework 4.5. Donc, c'est Eric. Moi, quand je regarde dans ma boule de cristal, je pense vraiment que Silverlight va disparaître. Pourquoi? Parce que Silverlight, c'est une technologie web. C'est une technologie aussi web Microsoft, qui veut dire que ça roule surtout et très bien sur des environnements Microsoft. Quand je regarde un peu l'évolution de l'Internet, ce que je vois, c'est plus des pages web et une couche de présentation. Qu'est-ce que je vois? C'est de l'information. Puis, c'est un peu ça qu'on a fait avec les mashups. Les mashups, au fond, c'est prendre de l'information, les restructurer ensemble, les mélanger, puis essayer d'offrir un produit dérivé qui est plus intéressant. Je pense que Metro, des applications de type Metro qui vont rouler sur les tablettes, sont dans une bonne position pour consommer cette information-là, puis tout le temps essayer de la présenter de la meilleure façon. Les applications qui réussissent pas à présenter l'information de la bonne façon ou qui suivent pas les standards, comme Mario disait tantôt, par convention, pour au niveau de l'affichage, ils vont disparaître. Parce que la journée qu'il va y avoir 100 000 applications dans le App Store, ben tout ce qui est pas bon va être au numéro 999 000. C'est aussi simple que ça. Puis il va, au bout de la ligne, il va rester une application pour la météo. Peut-être 2, peut-être 3. Peut-être qu'ils vont dire on va ségréguer le App Store par marché, par géographie, peu importe. Mais l'idée, c'est que les applications qui ne sont pas bonnes vont disparaître. Ça va devenir du bruit dans l'écosystème. Puis l'Internet va devenir la source d'information qui alimente, au fond, toutes les applications métro. Puis le monde, à mesure qu'il voit des nouveaux problèmes, vont juste créer des applications métro. Puis en regardant la technologie, c'est très rapide de les développer. Donc, je pense vraiment que c'est la mort de Silverlight. Côté desktop, WPF, je pense, et les autres technologies, je pense qu'ils ont une meilleure portée. Parce qu'effectivement, comme Étienne disait, les entreprises vont pas se revirer sur un design, puis demain, tout jeter leur machine, puis c'est impensable, puis c'est infaisable. Donc oui, je vois une vision long terme, mais je vois aussi le chemin pour exécuter cette vision-là. Puis je pense que les applications desktop traditionnelles, WPF, etc., ont une bien meilleure vie que des applications volatiles à la Silverlight. Donc je passe le micro à Laurent. Je passe. Laurent, il faut dire que tu es un MVP Silverlight. Oui, c'est vrai. Donc je vais répondre exactement. En tant que gars de Silverlight, est-ce que moi et ma compagnie on a beaucoup fait ces dernières années, c'est important que j'en parle. Silverlight en tant que tel, si je parle du mot Silverlight, la marque Silverlight en tant que tel, probablement qu'elle a un avenir incertain sur cette plateforme Windows 8. Alors comme l'a dit Eric, Silverlight ne sera pas présent dans l'interface métro. Ceci dit, ce que Microsoft a annoncé, c'est que tout ce que l'on a connu au préalable dans Windows 7 sera présent, mais dans la partie desktop de Windows 8. Donc Silverlight, comme WPF, Windows Home, etc., sera toujours du côté desktop. Mais c'est sûr que si Microsoft met en avant la couche métro et l'aspect métro, et d'où est absent Silverlight, ça met en péril, c'est sûr, Donc je parle de la marque Silverlight parce que la technologie en tant que telle et ce qu'on utilise, c'est-à-dire XAML, puis un des langages .NET, C# VB, est toujours là. Donc moi, moi-même ou ma compagnie, en tant que développeur d'applications Silverlight, je me sens pas du tout en danger. Il faut pas que les gens aient peur de ça, puisque toutes nos connaissances sur cette technologie, qui sont XAML, pour le langage déclaratif d'interface, et le code pour la programmation en .NET, donc C# ou VB, sont toujours présents sur Windows 8, et sont présents dans la partie métro, puisque le XAML, donc Silverlight n'est pas dans la partie métro, mais le XAML est présent. Et il est présent même mieux qu'avant, puisque maintenant il est présent fondamentalement au cœur de Windows 8. Donc on peut dire que XAML a eu un upgrade là, puisque de partant d'un plugin ou d'un framework, c'est maintenant au cœur de la machine de cet OS. Donc on va produire toujours des applications à interface riche, tactile, pour métro, avec XAML, et avec C# ou VB. Donc tous les développeurs Silverlight vont pouvoir donc on va plus cibler une application Silverlight, mais notre connaissance et notre technologie sera toujours là. Donc effectivement de toute façon Silverlight en tant que plugin web, pour moi ça fait plusieurs mois que c'est en péril et c'est pas la conférence Build qui a changé quoi que ce soit. On l'a vu arriver depuis un sacré moment. Microsoft s'est rendu compte que
Silverlight en tant que plugin web n'est pas valable et ne sera jamais cross-platform, cross-device, puisqu'on a trop de devices comme Android ou iPhone, iPad qui ne supportent pas. Donc ils ont tout simplement fait un réalignement et ils ont récupéré l'existant. Donc XAML, ils l'ont bien mis au cœur de Windows. Et donc on va continuer à faire des applications XAML et C# ou VB pour Windows 8. Alors j'ai des remarques de Grégory et puis Ce que je disais, c'est que je veux renforcer ce message-là. On est vraiment sur une clarification. Ça devenait Silverlight, WPF, puis il n'y avait pas de guideline, on savait pas comment, vers où, comment, de quelle manière. Vraiment, le fait que XAML soit récupéré et que les marques éventuellement WPF ou Silverlight à terme disparaissent pour devenir vraiment XAML au-dessus de WinRT, clarifie clairement le modèle par rapport à ça et ce sera beaucoup plus simple pour l'ensemble du marché. Je voudrais juste rajouter un petit point pour alimenter la discussion que Laurent vient de dire. C'est qu'effectivement, toutes nos habiletés, toutes nos skills vont rester, peu importe si la technologie ou le brand name Silverlight disparaît. Ce qui renforce le fait que quand vous développez des applications, vous devez apprendre à bien séparer les choses. Vous devez traiter la couche graphique comme si c'était jetable. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient demain, mais on sait que les algorithmes pour calculer des numéros de carte de crédit, ça va rester pareil. On sait que l'information puis sa structure va rester similaire. La seule chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est la couche de présentation. Le plus que vous êtes capable de séparer la couche de présentation de vos systèmes, justement, on parle d'un MVC, on parle d'un MVVM, plein de patterns comme ça. Je pense que c'est ça qui fait que vous êtes capable de rapidement vous adapter à des technologies comme Metro, des technologies comme le web et d'autres technologies, parce que c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres dans le futur. Je sais pas, tu vas être MVP quoi prochainement, mais on verra. Ouais. Une remarque par rapport à ça, ce que je remarque, c'est que tous les employés Microsoft qui étaient dans l'équipe Silverlight se nomment maintenant Windows XAML. Donc probablement MVP Windows XAML, j'ai bien hâte. Ça va être le fun. Ben, tu seras probablement un des premiers, comme il était un des premiers Silverlight. Moi, je suis d'avis que Silverlight va crever de sa belle mort. Je pense que ça l'a été. Je pense que notre ami, c'était qui le VP chez Microsoft là, Bob Muglia de son nom, qui n'est plus chez Microsoft. RIP pour Bob. Je pense que quand il s'est laissé aller, il devait peut-être avoir un petit peu d'informations sur qu'est-ce qui se passait en dessous de la couverte. Puis je pense que ils ont été obligés de tout dire, hey, entreprise, attention, on va faire un fire starter Silverlight pour dire que non, Silverlight est pas mort. Je pense qu'il est sur le respirateur, Silverlight, effectivement. La version 5 va sortir parce que bon, il y a tellement d'investissements dedans que c'est là. Je suis convaincu qu'il n'y a pas une version 6 de ça qui s'en vient dans le pipeline. Puis comme Eric le renchérit, puis Laurent aussi, tout ça, je pense que qu'est-ce qui est important actuellement, c'est pas paniquer parce que tout ce que vous avez fait en XAML dans les dernières années, c'est réutilisable encore. D'ailleurs, ils ont fait une très, très belle démo dans, je sais pas si c'est le premier ou le deuxième keynote, où est-ce qu'ils ont parti d'une application Silverlight 2 que Scott Guthrie avait fait. Ils l'ont migré à Metro. Avec le même XAML, ils ont changé 2-3 systèmes include, puis ça s'est mis à marcher. Ensuite, ils l'ont transféré au téléphone. Donc, où est-ce qu'il y a un avenir Silverlight, faire sa part? C'est avec le téléphone. Parce que on développe encore en Silverlight pour le téléphone. Et puis, donc, comme les téléphones, ben, à moins que du jour au lendemain, la prochaine version c'est possible que le Windows Runtime soit porté sur le téléphone. Mais si c'est le cas, à ce moment-là, on va développer en XAML, etc., comme ça là. Mais moi, je pense que faut pas paniquer. Vos skills que vous avez, parce que par rapport à toute la discussion qu'on a eue, vos skills que vous avez en .NET sont totalement réutilisables en Metro. Vos skills WPF sont totalement réutilisables. Vos skills Silverlight sont totalement réutilisables. La portion XAML de ça, c'est juste que c'est dans un autre package, tout simplement. C'est empaqueté différemment. Ça, c'est mon opinion, là. Guy, Étienne, juste pour peut-être conclure aussi, parce qu'on ça fait presque une heure là, qu'on parle. Moi, ce que je pense, c'est très clair. Silverlight, c'est plus ça. Ça va se passer du côté Windows RT, donc du côté Windows 8, donc du côté consumer. Mais c'est clair qu'il va rester un besoin d'avoir des applications clavier, souris. La technologie de base pour faire ça va rester WPF, c'est-à-dire XAML
avec soit C# ou VB. Donc, des applications à la Office comme on connaît aujourd'hui, ou des applications qui sont riches, qui permettent de faire des éditions comme des produits qui permettent de faire du graphisme, ces choses. Il va en avoir encore. Et ça ne disparaîtra pas. Et ceux qui sont dans cette industrie-là, continuez avec votre maîtrise de la technologie XAML, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'elle va être là. Ce que j'aimerais dire, puis on parle peu, c'est qu'il y a encore aussi beaucoup de potentiel pour le ASP.NET MVC. C'est-à-dire ça va être possible de faire des choses en JavaScript, HTML, mais aussi, on va continuer à faire des applications client-serveur qui vont se déployer sur le cloud et qui vont être capables de servir beaucoup d'utilisateurs et sans qu'on ait besoin de déployer localement. Et ça aussi, c'est pas mort, là, ASP.NET MVC. C'est juste ça répond à un autre besoin. Donc, ça veut dire que ceux qui ont de l'expertise dans JavaScript et qui aujourd'hui font du ASP.NET MVC, vous allez pouvoir utiliser vos compétences pour faire des applications natives Windows 8, mais vous allez pouvoir continuer à faire du ASP.NET MVC parce que ça va être encore vrai dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ce besoin-là ne disparaîtra pas. Par contre, on en reconnaît toutes, Flash, Silverlight, c'est mort, c'est pas ça le futur. Donc, pour terminer, je vous remercie tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le mot de la fin? Pour une fois que ce sera pas moi et Guy. J'ai Laurent qui lève le doigt, donc je te passe le micro, Laurent, et tu as le mot de la fin. Oh, merci, quel honneur. Moi, je vais terminer en disant, je vois sur ton t-shirt qu'il y a écrit I was there. Et puis, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'était quand même un moment historique, cette conférence Build 2011. Probablement similaire à ce qui a été connu, je crois que c'était en 2001, un PDC, où avait été, voilà, moi j'étais pas né malheureusement, mais donc non mais 2001, il y a 10 ans, 2001, la sortie .NET, puis c'est comme 2000, la page est tournée 11 ans plus tard, la conférence Build, Windows Runtime, .NET qui est déphasé, ou en tout cas de ce qu'on a parlé. Donc moment historique là, puis je vois que ton chandail le porte avec fierté. I was there, c'était un bon moment. Et je pense qu'on est tous contents d'avoir été ici pour voir le message formulé par Microsoft. Bien sur ce, on vous souhaite bonne programmation et à la prochaine. Visual Studio Talk Show.